Bonjour à tous, c'est Philippe Maté et vous écoutez Entr'actes et Culture. C'est une légende que nous accueillons aujourd'hui dans ce podcast et le mot n'est pas galvaudé pour Joan Baez. Figure du mouvement hippie, passionnariat des droits civils, elle a marché aux côtés de Martin Luther King, elle a chanté la paix à Woodstock et tout autour du monde. À 84 ans, l'icône du folk américain fait paraître un recueil de poèmes inédits où elle s'expose comme rarement. Des textes en lien avec son histoire personnelle, avec sa famille, avec ses proches, en lien aussi avec la maladie mentale qui lui a été diagnostiquée il y a 30 ans, un trouble dissociatif de l'identité. C'est un mécanisme psychique de défense qui conduit une personne à développer plusieurs personnalités distinctes pour surmonter un traumatisme. Ceux de Joan Baez remontent pour partie à l'enfance et ont entraîné plusieurs épisodes dépressifs. Nous avons pu échanger avec elle au téléphone alors qu'elle était en Californie pour parler de son livre, donc, mais aussi forcément de l'état du monde. Joan Baez, bonjour. Votre livre de poèmes qui s'intitule « Quand vous verrez ma mère, invitez-la à danser » a été publié l'année dernière aux États-Unis. Il vient de sortir en France. Pourquoi avoir décidé de publier ces textes qui ont une trentaine d'années aujourd'hui ? C'est plutôt « pourquoi pas maintenant ?» parce que ces poèmes traînaient partout dans la maison depuis des années. Je les ai regardés et je me suis dit « oh, ils sont plutôt bons, pourquoi je n'en ferais pas un livre ?» Littéralement, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis j'ai trouvé un éditeur qui semblait me comprendre les poèmes, et voilà, c'est parti. Donc, tous ces poèmes, vous les avez écrits dans les années 90 ? Oui, et je crois qu'il est important de replacer ce livre dans son contexte, parce qu'il n'est pas du tout politique. Et en ce moment, j'écris beaucoup de poésie qui, elle, l'est. Ce livre, celui dont on parle là, est une tentative honnête de révéler beaucoup de choses sur ma vie à travers la poésie. Et en ce sens, c'est exactement cela. Et j'en suis très heureuse. Encore une fois, je me sens obligée partout où je vais de replacer les choses dans le contexte de l'état du monde et de ce petit livre doux qui n'en parle pas. Et vous en avez commencé l'écriture alors que vous aviez entamé une thérapie ? Après avoir commencé une thérapie sérieuse, oui. Donc vous parlez du diagnostic au début de ce livre, le trouble dissociatif de l'identité. Donc vous l'avez détecté il y a une trentaine d'années maintenant, mais on l'a vraiment découvert pour la première fois dans un documentaire qui vous était consacré, qui s'intitulait « I am a Noise » et qui est sorti il y a 2 ans. Pourquoi vous en parlez maintenant publiquement ? Pour le film, je voulais faire une rétrospective vraiment honnête. Et certaines choses dont je sais que les gens ne veulent pas parler, dans leur vie ou dans celle d'un proche, eh bien j'ai reçu tellement de réactions de personnes disant que cela les avait aidées à s'ouvrir et à parler de choses qu'elles n'avaient jamais réussi à aborder. Je n'ai pas fait le film pour cela, mais finalement c'est devenu très important. En général, quand un artiste fait un film sur lui-même, c'est flatteur, ça raconte de belles histoires, on choisit les meilleures photos. Nous, on n'a pas fait ça. Une des réalisatrices disait en plaisantant qu'on parlait tout le temps de mon courage, mais que le vrai courage avait été de faire un film sans vrais éclairages, en lumière naturelle, ce qu'on a fait. À la fin du livre, vous remerciez d'ailleurs vous les appelez vos co-auteurs. Il y en a beaucoup, vous leur donnez de drôles de noms, Bibi, Yacha, Starge, Rage. Oui, il y en a énormément. Certains sont des personnages principaux même. C'était un cas un peu rare parce qu'il y avait tellement de gens, tellement de petites entités là-dedans, pas toutes créatives. Mais je crois que certains des meilleurs textes qui sont sortis de moi, je n'y étais presque pour rien. Ce que je voyais sur la page me surprenait. J'ai édité un peu pour rendre le livre lisible, mais pas tant que ça. Donc oui, il y a une autre partie de moi et je lui ai laissé la parole. Je l'ai laissé dire ce qu'elle avait besoin de dire.
Vous avez écrit beaucoup de chansons qui ont compté et qui comptent encore pour de nombreuses personnes à travers le monde entier. Qu'exprimez-vous dans vos poèmes que vous ne pouvez pas exprimer en chansons ? D'abord, je n'ai pas écrit une chanson depuis 30 ans. Ça s'est arrêté il y a bien longtemps. Ensuite, lorsque j'essaie de mettre des pensées, des rêves ou de la poésie en musique, ça ne fonctionne pas. J'en ai parlé avec d'autres auteurs-compositeurs, même expérience. Ce sont deux choses distinctes. Je pensais écrire un poème, l'aimer, puis me dire « j'en ferai une chanson ». Mais ça ne marche pas comme ça, pas pour moi en tout cas. Et pour parler de votre famille, c'était plus simple de le faire à travers des poèmes. J'aime écrire des poèmes. C'est simple. Je n'avais rien planifié. Pendant le processus de guérison, en grandissant, en me réparant, rien n'était prévu. Tout ce que j'ai fait a toujours été spontané, non scolaire. Donc quand est venu le moment pour ces petits d'écrire, c'était important, parce qu'ils disaient des choses dont je ne savais même pas. Ça sortait autrement, à travers les poèmes. Aujourd'hui, vos poèmes ont pris une tournure plus politique. Vous avez écrit l'année dernière un poème qui s'intitule « Little Green Worm », « Petit ver vert » en français. C'est un poème au sujet du manque d'empathie de Donald Trump. You saw the green. Oh, that's what I mean. Those are the new ones. That is politics. Yeah, I think the word is wrong because politics is associated. Mais le mot politique est mal choisi parce qu'il renvoie aux États, au gouvernement, au président. Là, il s'agit plutôt d'exprimer mes sentiments sur l'état du monde. Je me présente pas aux élections, j'écris ce que je ressens. Il y a tellement de matière, malheureusement. Dans les années 60, vous aviez écrit des protest songs, des chansons politiques qui ont accompagné les changements de la société. Est-ce que vous allez écrire désormais des protest poems, des poèmes de protestation ? Non, ce n'est pas pareil. Ce ne sont pas des textes destinés à être chantés. Je suis heureuse de les lire. J'avais récemment été dans un cirque, un vrai cirque, avec trapèze, etc. Et au milieu du spectacle, j'ai lu quelques poèmes. Proche du Green Worm. Et vous savez, c'était une autre plateforme pour m'exprimer. Ça fait 6 ans maintenant que vous avez fait vos adieux à la scène dans une tournée qui était notamment passée par la France. Mais il vous arrive encore de vous produire parfois en public ? I do some live stuff now and then. And I enjoy that. It was tricky because I had to accept. Oui, parfois j'aime ça. C'était difficile parce qu'il fallait accepter ma nouvelle voix. Je n'ai plus le soprano pour lequel je suis connue. Il n'existe plus. Donc, j'ai dû accepter, apprécier et maintenant j'aime cette voix différente. Vous avez chanté en avril pour un événement organisé par Bernie Sanders, le chef de file de la gauche radicale américaine, un événement contre l'oligarchie, donc c'était à Los Angeles. Vous étiez sur scène, notamment aux côtés de Neil Young, donc ça vous arrive encore de chanter en public. Non, je ne dis pas oui souvent. J'ai chanté 3 chansons au cirque, c'était amusant. Mais tourner, non. Je pourrais chanter encore ici et là, mais pas retomber dans les tournées. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce cirque ?
C'est un grand chapiteau près de chez moi en Californie. Environ 12 mètres de haut, beaucoup d'acrobates, un animateur comique. Moi, j'étais la reine des gitans. Ça m'allait très bien. Perruque blonde, danse. C'était merveilleux. Un autre type de cirque. Okay. Mais comment avez-vous intégré ce cirque ? Un ami qui dirigeait un petit cirque autrefois, j'en avais fait partie. Il est passé par hasard il y a quelques mois et m'a dit qu'il travaillait avec ce cirque à Alameda. Ça t'intéresse ? J'ai dit oui. Sérieusement ? Je peux danser ? Oui. Alors signe-moi. Voilà, je lui ai dit ça comme ça. Dans l'un des derniers poèmes de ce recueil, celui qui donne d'ailleurs son titre au livre, vous imaginez votre mère rencontrer Jussi Björling, c'est un chanteur d'opéra suédois qu'elle aimait beaucoup. Et vous imaginez votre mère dansant avec lui. La danse, je crois que c'est quelque chose de vraiment important pour vous. Oh oui, j'ai beaucoup dansé au cirque. Je danse avec un groupe avec lequel je danse depuis longtemps. Pendant le Covid, on le faisait sur Zoom et on le fait encore. Quand je trouve d'autres endroits, j'y vais. Mais les États-Unis ne sont pas idéaux pour danser, et la France non plus. Il faut aller en Afrique du Sud ou au Portugal, de la danse spontanée. J'adore ces endroits. Sinon, je crée moi-même ces moments et je danse seule aussi. C'est une forme d'exercice. Je danse dans la maison, dehors. Une fois, on m'a dit que si j'avais été envoyée sur Terre, c'était pour la musique, l'activisme, le dessin et la peinture. Mais la vraie raison, c'était pour danser. Et je crois que c'est vrai. C'est ce qui vous apporte le plus de joie ? Oui, absolument. Plus que la musique, plus que chanter ? Eh bien, chanter, c'est du travail, non ? Parfois, non, mais ce n'est pas pareil. Danser est une liberté totale pour moi. Vous parlez de liberté, là, en parlant de danse. On peut dire qu'elle ne se porte pas très bien aujourd'hui, cette liberté aux États-Unis. Yeah, I know. On m'a reproché de ne pas être plus optimiste. J'ai toujours pensé être réaliste. Nous sommes dans une période très difficile. Je ne sais pas comment nous allons sortir de ce chaos. C'est cruel, sombre, malveillant. Pas ce à quoi je m'attendais à mon âge. Trouver des moyens de lutter, peut-être qu'on ne peut plus renverser la marée, mais on peut sauver quelques poissons. Je travaille maintenant avec des groupes et des avocats qui représentent les familles des personnes disparues, les enfants séparés de leurs parents. On les aide comme on peut, souvent financièrement. Je ne pense pas qu'aller dans la rue avec une pancarte, ce pourquoi je suis connue, soit utile maintenant. Et se faire arrêter à mon âge, il faut être réaliste. In my mind, I think, oh, of course, I'll go with a rapid response group and go and get arrested. Who cares? But I know that I would be useless. Je ne serais pas utile avec mes besoins médicaux.
Dans les années 60, vous avez lutté pour un monde meilleur. Quand vous voyez la situation aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, est-ce que vous avez l'impression que vos efforts ont été finalement vains, que la situation aujourd'hui est pire? On ne peut pas poser la question comme ça. Avons-nous mis fin à la guerre du Vietnam? Oui. Avons-nous changé le monde? Oui. La moitié de ces acquis sont détruits aujourd'hui? Oui. Mais il fallait les faire et je ne regrette rien. Je n'attends plus grand-chose du gouvernement. Attendre, c'est être déçu. Mais maintenant, je pense que nous devons nous révolter de toutes les façons possibles. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se passe aujourd'hui. Non. Même pas dans une fiction. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui? Apprendre que l'espoir est un muscle et qu'il faut l'exercer. Espérer à grande échelle est épuisant. Mais espérer de petites victoires, ça on peut le faire. Et on peut les créer. And I think it's important for people to know that even though their victory is a small one, that we're depending on that now more than we ever were. And in the circus, it's funny, I take Au cirque, je dis au public, oh, allez faire du bénévolat, servez quelqu'un d'autre que vous-même. Anything that makes sense to them, just serve somebody other than yourself. Ils applaudissent très fort. Je ne sais pas s'ils le font ensuite. Vous parliez de joie, de beauté. Où est-ce que vous trouvez, vous, cette joie, cette beauté aujourd'hui au quotidien? Je pense que je dois aller là où je les trouverai. Et devine quoi? Je vais me promener dans mon jardin. Oui, il y a des fleurs et c'est un exercice que de les regarder et de me rappeler à quel point je suis incroyablement chanceuse en ce moment. Surtout avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Je n'ai pas besoin d'aller bien loin de chez moi car je suis privilégiée et heureuse. Il y a un ruisseau que je peux atteindre en moins de 3 minutes et j'y passe des heures. C'est beau, il y a de l'eau, c'est purifiant et je suis heureuse là-bas. Vous parlez de nature, la nature elle est omniprésente dans vos poèmes. Vous entretenez un lien très fort avec elle, c'est quelque chose qui vous inspire vraiment. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans ma vie. C'est là que je suis libre, c'est là que je trouve l'inspiration, c'est là que je me souviens de la beauté et de la pureté qui subsistent encore sur Terre. Merci beaucoup Joan Baez d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle que donc votre premier livre de poésie, un livre inédit, vient de sortir. Il s'intitule « Quand tu verras ma mère, invite-la à danser ». C'est sorti chez Le Point. Et donc c'est une édition bilingue, français-anglais, pour entendre la musicalité des mots de Joan Baez, parce que même si c'est de la poésie, il y a toujours une petite musique, on entend toujours cette voix qui nous accompagne depuis les années 60 maintenant, et qui a encore beaucoup de choses à dire. Merci encore à Joan Baez, et merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.